Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons découvrir Madagascar sous un autre visage. Connaissez-vous cette île située au sud-ouest de l'océan Indien? C'est aussi l'Afrique, elle est méconnue parfois des Africains. Je suis aujourd'hui en présence de son Excellence le ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement territorial, Adriana Inarivelo Hadj, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre sur Canal 3 Monde. Excellence, bonjour. Bonjour. Alors, parlons-en. Comment se porte Madagascar aujourd'hui? Car bon nombre de nous s'interrogent sur la situation du pays. Écoutez, Madagascar est aujourd'hui à la croisée des chemins dans son histoire. Nous sommes en pleine transition. Nous espérons qu'avec les accords politiques qui viennent d'être signés et avec la médiation de la communauté internationale et surtout de son Excellence, Monsieur le Président Chissano, nous allons arriver à résoudre cette crise et pouvoir mettre en place une 4e République qui était la genèse même de tout le mouvement populaire qui s'était engagé en 2009. Alors, quels sont les arguments pour assurer cette communauté internationale? Est-ce que le gouvernement se positionne de façon stratégique? Avez-vous un message phare? Vous savez, actuellement, Madagascar, comme je l'ai dit tout à l'heure, cherche son chemin vers une plus grande démocratie. Et la communauté internationale, dans son ensemble, nous pensons nous accompagne dans cette voie. Et c'est pour cela que cette médiation continue à travailler de concert avec la solution malgacho-malgache. C'est dire que Madagascar, tout en respectant son identité, est ouvert au monde et accepte cette médiation pour que l'avenir de Madagascar se fasse dans le concert des nations, mais pas en vase clos, étant donné que nous sommes une île, comme vous l'avez si bien mentionné. Alors, le débat prédominant, je dirais, aujourd'hui, c'est de parler de bonne gouvernance. Alors, ça va sans dire que le bien-être des populations prévaut dans l'éthique, je pense, de votre gouvernement, notamment en matière de réforme. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui se passe à Madagascar? Écoutez, 50 années d'indépendance, quelque part, ça méritait une petite pause. Parce que l'état actuel de l'économie de Madagascar et de l'Afrique en général ne nous permettent pas de dire que ça a été un succès au niveau économique et social. Donc, après ces années d'indépendance, la transition actuelle s'attelle à mettre en place un climat beaucoup plus favorable à l'émergence d'abord des libertés individuelles qui sont toujours à l'origine des crises cycliques dans notre pays, mais surtout à rassurer nos partenaires. Parce qu'il va sans dire que dans les années passées, il y a eu des croissances économiques au niveau du continent africain et à Madagascar en particulier, mais ces croissances n'ont jamais été partagées. Ce sont des croissances qui ont profité qu'à des minorités, ce qui a généré ces crises à répétition. Et donc à partir de ce moment-là, nous, ce que nous essayons de faire, c'est d'arrêter le cycle et de repartir de nouvelles bases. D'accord, donc en matière de réforme foncière, on sait que Madagascar est un exemple. L'agriculture est un levier économique pour l'Afrique et pour le monde. Quelles sont vos perspectives, brièvement, en 2-3 mots? La réforme foncière décentralisée, c'est ce qui a été initié à Madagascar, va nous permettre déjà de rassurer nos paysans, parce que si Madagascar et le pays africain s'ouvrent à l'extérieur, il faut d'abord que leur population soit rassurée sur leur avenir. Et cette réforme décentralisée nous a permis d'augmenter déjà les surfaces cultivables, mais surtout d'augmenter la production. Et rien que pour cette année 2009, Madagascar a doublé sa production. Et en même temps, nous sommes en train de mettre un manuel de procédure transparente pour permettre l'exploitation de nos terres
dans les normes. D'accord, donc ça semble édifiant aujourd'hui que le gouvernement bouge, que l'Afrique est gagnante à travers Madagascar, notamment en termes de restructuration. Vous parliez de réforme foncière. Est-ce que vous envisagez un plan en termes d'infrastructure? Parmi les priorités du président Rajoel, de la transition actuelle, c'est le volet social et l'agriculture. Donc vous savez, au niveau social, aucun hôpital n'a été construit à Madagascar depuis des dizaines d'années. Nous sommes en train de mettre en place et de construire des hôpitaux dans toutes les grandes villes, mais aussi nous sommes en train de mettre en place une politique d'incitation aux constructions de logements sociaux, une politique digne de ce nom s'était arrêtée il y a une trentaine d'années. Donc c'est une politique fiscale. Ce sont des incitations à tous les investisseurs et on fait appel surtout aux banques africaines qui nous aident beaucoup actuellement dans la mise en place de cette politique de logements sociaux. Comme vous savez, quand le bâtiment va, tout va, et ça nous permettra de résorber un chômage, je dirais, en progression dans les grandes villes. Et le manque d'infrastructures, rien que dans la capitale qui est Antananarive actuellement, se chiffre pratiquement à 200 000 logements. Donc vous savez, le marché est vaste. Sur cette note d'optimisme, nous allons regarder quelques images de Madagascar avec vous. L'horloge est en panne, mais le train en gare de Fianarantsoa, lui, est bien à l'heure. Départ prévu à 7 h, des touristes et quelques malgaches sont confortablement installés en première classe. Les autres voyageurs se pressent en seconde classe. Prix moyen des billets, 5 à 7 €, soit 17% du salaire moyen mensuel. Reste la locomotive à accrocher et les marchandises à charger. Et c'est parti pour 10 heures de voyage direction Manakar, au bord de la mer sur la côte est. Il n'y a pas moyen d'accéder par la route jusque chez nous. On a vraiment besoin de ce train. S'il ne passait pas, nous, les paysans, nous en souffririons beaucoup. À l'approche d'un village, un homme vient de pêcher un tilapia, ce poisson d'eau douce qu'on trouve dans les rivières africaines. Il profite du passage du train pour le revendre aussitôt. Le poisson, c'est pour le repas. Les paysans gagnent un peu d'argent et nous, on a notre repas pour ce soir. C'est une sorte d'échange. 3 fois par semaine, ce train parcourt les 163 km de voies ferrées à 20 km/h en moyenne et à chacune des 17 gares, le même enthousiasme de voir arriver le train. Pour décharger les produits de première nécessité comme le sel ou le sucre, mais aussi pour pouvoir acheminer leurs marchandises jusque dans les villes. Pendant cette courte pause, les habitants des villages proposent aux voyageurs leur production locale. On est malheureux si le train ne passe pas. En plus, ça nous permet de gagner un peu d'argent avec les produits qu'on vend aux touristes et aux passagers. C'est super de vous voir ici, on aime bien voir les étrangers. En service depuis 1936, le train a survécu aux crises politiques et aux cyclones. Mais les rails sont en très mauvais état et la rentabilité faible. L'État envisage une privatisation de la ligne. Des Canadiens, des Indiens et des Chinois se sont déjà fait connaître. De son côté, la Banque mondiale a accepté d'investir près de 5 millions de dollars, de quoi préserver pour quelques décennies encore ce patrimoine national et mondial. Monsieur le ministre, nous sommes à nouveau sur le plateau. J'aurais souhaité vous poser une question fondamentale. Quelles sont les orientations prévues par l'État pour valoriser votre pays? Actuellement, nous nous attelons à ce que Madagascar soit admis dans le concert des nations en termes de bonne gouvernance et de démocratie. Madagascar a une tradition, je dirais, démocratique qui longtemps a été ignorée. Et actuellement, ce que recherche la population, c'est surtout beaucoup plus de liberté, soit au niveau individuel, mais aussi au niveau entrepreneurial. La crise qui a sévi, c'était, à titre de rappel, c'était faute de pouvoir s'exprimer soit sur le plan individuel et économique, ce qui a généré des frustrations et entraîné souvent
des crises violentes. Donc actuellement, nous nous attelons à mettre les bases d'une nouvelle république. Et la conférence nationale souveraine qui va se tenir bientôt avec, nous souhaitons l'appui de la communauté internationale, va nous permettre de jeter les bases de cette nouvelle république avec un référendum et une nouvelle constitution. Et après, donc, les différentes élections qui vont nous permettre de revenir à un nouvel ordre constitutionnel. Tout à fait. Donc ce sont des propos dignes de l'éminence Grise, je dirais. Mais pour ce qui est du peuple, concernant notamment l'information, on sait aujourd'hui que le numérique entraîne bien la visibilité de tout. Donc vous parliez de bonne gouvernance, le peuple a droit au bien-être. Et je crois que ça fait partie aussi des moteurs qui font avancer le pays. Est-ce qu'en matière de ressources humaines, d'éducation, de valorisation de l'éthique morale, vous avez envisagé quelques planifications? Actuellement, comme vous le savez, il y a 2 câbles sous-marins qui sont arrivés à Madagascar. Nos jeunes sont réputés, nous disposons d'écoles d'informatique de haut niveau, sont réputés dans l'informatique. Nous comptons bien évidemment avec le démembrement des accords sur le textile, revaloriser notre jeunesse dans la haute technologie. Et l'arrivée de ces fibres optiques est une aubaine pour Madagascar, mais aussi une ouverture pour nos jeunes, mais aussi pour les médias et les informations. Et je pense que cet axe-là est important pour l'avenir de Madagascar. Et je vous remercie encore infiniment. Canal 3 Monde est une télé sans langue de bois, donc je vais vous laisser le mot de la fin. La libre expression, le libre arbitrage. Qu'avez-vous à dire aux téléspectateurs de Canal 3 Monde et surtout aux personnes qui regardent Parlons-en? Madagascar, et comme nous avons dit au début de cette émission, fait partie intégrante de l'Afrique. Et l'avenir appartient nous le pensons, à l'Afrique après la révolution industrielle dans les pays occidentaux du siècle dernier. Nous voyons actuellement l'émergence de l'Asie et nous pensons que la future révolution économique et industrielle se passera en Afrique et nous en sommes confiants là-dessus. Merci encore, Monsieur le Ministre, d'avoir partagé, j'espère, ce moment de choix avec nous. Pour ma part, Parlons-en continue avec vous, bien sûr, et avec d'autres, comme toujours.